Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous portez bien. Alors bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Aujourd'hui, dans notre série de portraits consacrée à des personnes, des artistes, des chercheurs, qui à travers leur travail ou leur œuvre ont contribué d'une manière ou d'une autre à apporter un éclairage sur l'art comme soin, eh bien nous allons parler de Friedrich Nietzsche. Alors Nietzsche, né en 1844, décédé en 1900, philologue et philosophe allemand, qui a apporté en fait un éclairage fondamental très intéressant sur l'art, mais aussi sur la psychologie, à tel point d'ailleurs que pour certains chercheurs spécialistes de son œuvre, Nietzsche fut autant un psychologue qu'un philosophe. Alors au sommaire d'aujourd'hui, Nietzsche critique de la culture de masse, Nietzsche théoricien de l'art, l'acte créateur selon Nietzsche, enfin Nietzsche un philosophe mais aussi un psychologue. Pour démarrer, ce qu'on peut dire, c'est que très jeune, Nietzsche a connu des problèmes de santé. Alors à l'âge de 24 ans, il devient professeur de philologie à l'université de Bâle en Suisse. Puis en 1872, il publie un ouvrage très important, la naissance de la tragédie. Mais sa santé se dégrade. Et en fait, 7 ans plus tard, en 1879, il obtient un congé. Et en fait, il va passer les 10 années suivantes à écrire et publier, avant en fait vraiment de sombrer dans la folie et mourir aphasique en 1900. Alors, la folie de Nietzsche sera largement commentée, elle l'est encore. Certains parleront de psychose, de schizophrénie. En fait, il semblerait qu'en fait, suite à une infection syphilitique, Nietzsche a été pris de démence à cause d'une atteinte organique du cerveau à partir de 1889. Mais en fait, encore aujourd'hui, c'est très débattu et c'est pas très clair. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'à cette époque, et plus tard aussi, la folie de Nietzsche va alimenter les thèses des tenants du génie créateur et notamment de la fameuse conception romantique de la folie. Alors commençons par Nietzsche, critique de la culture de masse. Ce qu'on veut dire, c'est qu'en premier lieu, Nietzsche a élevé la notion d'art au-dessus de tout, mais peut-être d'abord en livrant, peut-être, une critique de la culture de masse très avant-gardiste pour l'époque. Et en fait, on s'aperçoit qu'à travers l'ensemble de son œuvre, il va formaliser une critique sévère de la culture de masse dans laquelle il va inclure, néologisme, inclure la presse, les magazines, les manuels scolaires, mais aussi la religion, la politique et le nationalisme. En fait, il estime que la culture de masse est tout ce qui massifie, ce qui nivelle, et en fait, la culture de masse produit, selon lui, des individus médiocres. En fait, selon Nietzsche, la culture est un élément fondamental de la condition humaine, mais alors avec 2 points, c'est-à-dire que si elle est forte et vigoureuse, elle va engendrer des individus distingués et créatifs. En revanche, si elle est faible et fragmentée, elle va engendrer, cette culture de masse, plutôt des êtres inférieurs et médiocres selon ces termes. En fait, ce qu'on peut dire, c'est de manière plus globale, Nietzsche considère la prédominance de la culture de masse comme la source de l'avilissement de la pensée et de la culture dans l'Europe contemporaine. Selon lui, en fait, la culture de masse porte en elle une caractéristique barbare, à savoir qu'elle est un amalgame informe de styles, d'idées et d'œuvres concurrents et fragmentaires. C'est comme ça qu'il l'a défini. Et que cette culture de masse, moderne pour son époque, basée sur la rationalité instrumentale et la rationalisation sociale, en fait, elle ne peut mener, selon lui, qu'à une forme d'individualisme égoïste, un optimisme superficiel, une conformité grégaire, et surtout, une homogénéisation des individus. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'après, il y a plein d'autres auteurs au XXe siècle. Enfin, je pense notamment à Pasolini, qui avait beaucoup travaillé sur cette question-là, la question de la culture, de la massification de la culture, et comment, avec ça, on pouvait effectivement homogénéiser les personnes. Et en fait, difficile de dire qu'on ne vit pas ça d'ailleurs. Et en fait, pour ramener dans le contexte de Nietzsche, et c'est là où il était quand même très, très visionnaire, Nietzsche dit que cette culture de masse contribue en fait un peu plus encore à l'asservissement des hommes et surtout à l'étouffement de la créativité. Et qu'en dernière instance, surtout, elle permet, la culture de masse, de les manipuler. Alors ce qu'on peut dire, c'est pour alimenter sa critique de la culture de masse, Nietzsche s'est appuyé sur les cultures de la Grèce antique et de la Renaissance, culture qu'il connaissait très bien, puisqu'il avait beaucoup étudié sur notamment la Grèce antique.
pour lui, ce sont des cultures, ces deux cultures-là, de la Grèce antique et de la Renaissance, sont un peu les paradigmes de cultures fortes, vigoureuses, sont très créatives, et que Nietzsche va privilégier l'art authentique, celui qui permet, selon lui, de stimuler le corps et l'esprit, de cultiver les sens, l'imagination, la créativité, et qui donne, encore une fois selon lui, ainsi la possibilité de transcender en fait la morale conventionnelle et surtout les normes sociales. Donc c'est ça qui est très intéressant déjà à travers cette critique, qu'est-ce qu'il en ressort et ce qui nous intéresse également. Voyons voir maintenant Nietzsche, théoricien de l'art. Alors théoricien de l'art, Nietzsche part du postulat en fait que la vie est dépourvue de sens et que c'est l'homme qui façonne sa vie, qui façonne la vie par l'intermédiaire du langage et des idées. Selon Nietzsche, c'est donc l'homme et lui seul qui donne du sens à la vie et c'est par la création artistique qu'il justifie son existence. Ça c'est très intéressant ce qui nous concerne. Selon Nietzsche encore, grâce à l'art, l'homme peut alors dépasser sa condition et aller donc vers son concept d'Übermensch, de surhomme. Et ce qu'on peut dire, c'est que selon sa pensée, selon la pensée nietzschéenne, parmi les créations de la vie, eh bien l'art occupe une place fondamentale, voire une place primordiale. Mais l'art, pour Nietzsche, ne peut en fait être réduit aux œuvres et au champ des beaux-arts tel que la tradition le définit. Lui, il conçoit l'art comme une forme beaucoup plus large et dynamique. Par ailleurs, selon Nietzsche, le processus de création doit aboutir à une production de formes harmonieuses, destinée à embellir l'existence, à occulter les leaders et surtout à humaniser le monde. Ça, c'est très intéressant. Et enfin, toujours selon lui, il y a d'un côté les maîtres, les aristocrates, alors là, à reprendre dans le sens étymologique du terme, à savoir les individus les plus aptes et les plus méritants pour exercer le pouvoir, qui, les aristocrates, par un authentique travail de création et surtout une individualité créatrice, mettent en forme les choses de la vie et édifient en fait à travers ça, à travers leur processus de création, de véritables valeurs morales. Et puis de l'autre, selon Nietzsche, il y a le troupeau. Et en fait, dans deux livres, notamment dans la généalogie de la morale et dans Humain trop humain, il parle ainsi, Nietzsche, de morale aristocratique et d'acte créateur, qui est selon lui, l'acte créateur, une affirmation des valeurs liées à la joie et au plaisir, et surtout qui est très éloignée de la morale des esclaves, qui elle est plutôt basée, tout ce qui est de l'ordre du ressentiment et de l'ordre de porteuse de valeurs négatives. Et là, je cite Nietzsche, au sujet de l'art, il dit « L'art doit avant tout embellir la vie, donc nous rendre nous-mêmes tolérables aux autres et agréables si possible. L'art doit dissimuler et réinterpréter tout ce qui est laid, ces choses pénibles, épouvantables et dégoûtantes qui, malgré tous les efforts, à cause des origines de la nature humaine, viendront toujours de nouveau à la surface. L'art doit agir ainsi surtout pour ce qui est des passions, des douleurs de l'âme et des craintes, et faire transparaître, dans la laideur inévitable ou insurmontable, son côté significatif. » Là, c'est intéressant, je sais, cet extrait, parce que là, on voit bien, pour Nietzsche, l'art est le processus de création, le fait de l'acte de créer, permet aussi de pouvoir travailler, de pouvoir exprimer les passions, mais aussi de pouvoir avoir un accès aux douleurs de l'âme, comme il le dit. Et ça, c'est très intéressant. Alors voyons maintenant l'acte créateur selon Nietzsche. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Nietzsche aborde, et on va plus loin que ce que je vous ai dit plus tôt, il va vraiment aborder, dans certaines de ses œuvres, l'aspect psychologique de l'acte créateur. Et selon lui, l'acte créateur, la création artistique, en fait, demande un état physiologique particulier, dans le sens où il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit. C'est là où on voit tout le côté psychologue de Nietzsche, et que tout notre être doit atteindre l'extase par l'intermédiaire du processus créatif. Nietzsche parle de frénésie, de ravissement, un état qui accroît la force et la plénitude. Ça, c'est par le processus de création. Et je le cite, il dit « Dans cet état, tout ce que voit l'artiste est surchargé de force, de sorte que ces objets deviennent miroirs de son pouvoir, de sorte qu'ils soient ses reflets de sa perfection. Cette transformation en perfection est l'art. » Fin de la citation. Signifie que pour Nietzsche, l'art est l'activité
métaphysique fondamentale de l'homme, et dans ce sens, l'art représente la forme suprême de l'activité humaine. Mais ce qui est également, et à l'opposé intéressant, il va cependant rejeter catégoriquement la notion de génie créateur. Et dans Humain trop humain, il va y répondre de manière très claire, en rejetant notamment l'idée platonicienne qui voudrait qu'un artiste ou un poète croit que c'est un dieu, prenne pour un dieu qui parle à travers lui. Nietzsche conteste d'abord l'idée de génie artistique et il considère que toutes les grandes œuvres humaines, scientifiques, techniques, militaires, artistiques, ont des conditions de production relativement communes. Selon Nietzsche, l'activité de génie n'est pas différente de celle de l'historien ou de l'inventeur en mécanique. Selon Nietzsche, la créativité et le processus de création passent d'abord et avant tout par un engagement total de la pensée qui est orienté vers un seul but, alors lui ce qu'il appelle la monomanie. Et en fait, c'est là où moi je parle souvent d'artiste total, je cite certains artistes. Donc il dit, ça passe d'abord et avant tout la créativité et le processus de création par l'engagement total de la pensée, un sens aigu de l'observation de sa vie intérieure, la vie de l'esprit, mais aussi par la capacité à se confronter au réel et aux autres, et à la capacité à se confronter également à la matière, et enfin, par un travail inlassablement remis sur le métier. Donc là, on renvoie aux thérapies par l'art notamment, tout ce qui est de l'ordre du processus de création, parce que c'est vraiment... on est pile au cœur de la question. Enfin, Nietzsche voit dans le processus de création et dans l'acte de créer une volonté de puissance qui permet à celui qui s'en sert de s'élever au-dessus de la horde, pour le citer. C'est ainsi dans le cadre il voit donc dans un acte de création et d'élévation que Zarathustra, donc ainsi parlait Zarathustra, que Zarathustra peut non seulement créer ses propres lois, mais se créer d'abord lui-même en venant à bout de ses propres résistances. Autrement dit, les processus de création et de destruction lui sont donc nécessaires et s'expriment dans cette volonté propre au noble, spirituellement et moralement puissant. Et là, c'est très intéressant parce qu'en fait, on voit bien Nietzsche met en exergue toute la puissance du processus de création, comment on peut transcender, comment on peut dépasser, et comment en fait on peut aller vers une très forte subjectivation. Voilà. Finissons par Nietzsche, un philosophe, mais aussi un psychologue. Pour en terminer avec Nietzsche, donc, on peut dire qu'il est nécessaire d'évoquer un autre aspect fondamental de sa philosophie, qui concerne en fait la question de l'inconscient et de la nécessité de son interprétation. Selon lui, la grande majorité des phénomènes sont inconscients, et tout ce qui parvient à notre conscience n'est que mensonge. La conscience, selon Nietzsche, appauvrit, falsifie et déforme les phénomènes. Dans ce sens, toutes nos idées spontanées, qu'elles soient sur nous-mêmes, notre identité, notre environnement et sur le monde en général sont corrompus. Il ne faut donc pas s'en tenir aux premières évidences, selon Nietzsche, mais plutôt s'en méfier et essayer d'en découvrir le sens caché, ce qui revient en fait à déchiffrer et interpréter l'inconscient, et ce, notamment par le processus de création. En dernière instance, ce qu'on peut dire, c'est que Nietzsche apporte donc un éclairage majeur sur l'art, le processus de création, mais aussi sur la compréhension des liens entre le psychisme et le somatique. À savoir que sans être médecin, il avait compris à son époque l'importance du corps, ce qu'il dénommait d'ailleurs la grande raison du corps, dans la régulation de l'activité psychique. Et encore une fois remis dans son contexte de l'époque, il a donc contribué à ouvrir une brèche dans la psychologie naissante qui était alors uniquement obnubilée par l'esprit et en fait qui ne se préoccupait pas de l'unité corps-psychisme. Alors à lire de Nietzsche, quelques livres que j'ai sélectionnés. Par-delà le bien et le mal, réédition 1987. La naissance de la tragédie, réédition 1989. Ecce Homo, réédition 1997. Le gai savoir, réédition 2007. Humain trop humain, réédition 1995. Généalogie de la morale, réédition 2000. Dieu est mort, réédition en 2003. Enfin, Ainsi parlait Zarathustra, réédition en 2013. Enfin, 3 ouvrages très intéressants sur Nietzsche autour de la psychologie et de l'art. Nietzsche, psychologue des profondeurs de Louis Cormand, publié en 1982. L'esthétique musicale de Nietzsche,
d'Éric Dufour, publié en 2005. Enfin, L'art et la vie, éthique et esthétique chez Nietzsche, de Bertrand Desjardins, publié en 2008. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette émission, je vous renvoie à la description de la chaîne. Par ailleurs, avant que j'oublie, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos à venir. Sinon, d'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.